Excuse me. So sorry. Fallout est désormais de retour pour une deuxième saison, emmenant les fans à New Vegas et nous proposant une histoire encore plus ambitieuse. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Pour de nombreux fans, le point fort de la saison 1 était le duo formé par Walton Goggins et Ella Purnell, et la saison 2 ne fait pas exception. Les deux personnages se complètent à merveille, grâce notamment aux excellentes performances des deux acteurs. Au fil de leur aventure dans les terres désolées, ils semblent tour à tour être maître et élève, selon les situations. C'est ce qui fait la force de leur duo dans ce premier épisode. La Goule n'est pas constamment en train d'enseigner à Lucy les règles des terres désolées, et Lucy n'est pas en train d'essayer de faire comprendre à la Goule les codes de la société civilisée. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. C'est un partenariat véritablement égalitaire, au sens le plus étrange du terme, qui donne lieu à certains moments assez drôles. Purnell est toujours aussi charmante, même lorsqu'elle déguste une soupe aux puces, et Goggins est toujours prêt à dégainer une lame acérée, ou à lancer une remarque encore plus cinglante. La force de ce duo est emblématique de la force de Fallout, dans son ensemble, un projet qui comprend parfaitement le ton souvent contradictoire de cet univers excentrique, où le ridicule côtoie l'effrayant. Cette profonde compréhension est essentielle pour le nouveau défi de cette saison, la tâche colossale d'une histoire dans le monde de Fallout New Vegas, l'un des jeux les plus appréciés de tous les temps. Et même si les éléments les plus intéressants et emblématiques restent à découvrir dans cet épisode, l'authenticité de la série est indéniable, ce qui permet à ce premier épisode réussi de surmonter quelques imperfections notables. Si le premier épisode de la saison 2 est toujours divertissant, sa première partie s'attarde trop à rappeler ce qu'est l'univers et qui sont ses personnages pour véritablement lancer l'intrigue de cette saison. La séquence au motel Dino Delight, l'un des lieux emblématiques de Fallout New Vegas, est une démonstration délicieusement absurde du plaisir que prend la Goule à transformer les humains en pâté, et de la volonté de Lucy de toujours trouver une solution non létale aux situations délicates. Mais cet épisode n'est qu'une réitération de traits de caractère que nous connaissons déjà, et constitue donc, en quelque sorte, un récap pour ceux qui découvrent la série. Cet exercice de révision paraît quelque peu superflu après près de 6 minutes de résumé des épisodes précédents, et nous devrons probablement le subir à nouveau, car le troisième personnage principal, Maximus, n'a pas encore fait son apparition. Bien que le parcours de Lucy et de la Goule finisse par les mener vers des territoires plus intéressants, c'est en explorant le passé que ce premier épisode pose les bases d'intrigues captivantes pour la suite de la série. Les flashbacks d'avant-guerre font leur retour, reprenant quelques secondes seulement après que l'acteur hollywoodien Cooper Howard ait surpris les plans diaboliques de Voltec dans le final de la saison 1. Je suis ravi de retrouver Moldaver et de constater que sa première mission consiste à pousser Howard à devenir un tueur de sang-froid. Même si elle semble n'être qu'une figure énigmatique en marge de l'histoire, elle a au moins le mérite d'être celle qui déclenche la descente aux enfers de Cooper, le transformant en un individu semant régulièrement le chaos. L'implication de Cooper avec Moldaver, Voltec et sa tentative d'empêcher l'apocalypse le placent dans une position fascinante, celle d'être aux premières loges de ce qui, jusqu'ici, n'était qu'un lointain passé pour Fallout. La saison 1 utilisait Cooper comme un prisme pour vivre pleinement l'existence pré-apocalyptique que les jeux n'avaient fait qu'effleurer à travers des cuisines rétro-futuristes délabrées et des majordomes robots rouillés. Mais nous allons maintenant vers quelque chose de très différent, au cœur même des événements qui ont provoqué Fallout. C'est un territoire sacré, un domaine que je qualifierais habituellement de secret absolu, accessible uniquement par le biais de notes et d'enregistrements audio dissimulés derrière des énigmes de piratage. Mais je dois avouer que je suis impatient de voir où cette approche plus immersive mènera Cooper et l'univers dans son ensemble. Une grande partie de cette excitation est générée par la cible de Moldaver et de Howard, Robert House, incarné par Justin Theroux, ou comme le suggère l'intertitre inquiétant de l'épisode, L'homme qui savait. Une scène d'ouverture saisissante nous offre un aperçu impressionnant de l'interprétation par Theroux du personnage le plus important de New Vegas. Ce dernier combine une apparence impeccable, une confiance en soi inébranlable et un ton caractéristique et haletant au début de ses questions. Quand, où et pourquoi, créant ainsi un intellectuel de la haute société délicieusement insupportable. Son arrangement avec l'ouvrier du bâtiment en grève illustre parfaitement comment il utilise son intelligence pour orchestrer des scénarios à leur avantage. Il utilise l'argent pour attirer l'homme et en faire son cobaye, puis une puce de contrôle mental pour prendre le contrôle total. C'est un manipulateur hors pair, prêt à tout pour vous soumettre à sa volonté. Si le final de la saison précédente n'était pas suffisamment clair, les milliardaires sont le problème.
L'expérience sanglante dans une ruelle est une introduction fantastique à House, mais légèrement gâchée par la tentative de la série de justifier le changement d'acteur. Rafi Silver, qui a incarné House dans une seule scène la saison dernière, revient dans un rôle modifié qui semble être celui de la figure publique de l'industriel. Dans le bar des grévistes, les ouvriers s'indignent de voir le visage de Silver à la télévision, mais ignorent totalement qui est Justin Theroux. Il s'agit clairement d'un rebondissement en préparation. Surprise, c'était House depuis le début. Mais si c'est le cas, peut-être que la série n'aurait pas dû donner à Theroux exactement la même coiffure et la même habitude de fumer que Silver. Toute la séquence m'a laissé perplexe, la personne qui ressemblait à House était-elle vraiment House? Ou bien est-elle là pour nous duper et essayer de nous emmener sur une fausse piste? Certes, le personnage doit arborer sa moustache emblématique, mais celle-ci aurait pu être révélée beaucoup plus tard. Et, plus important encore, si Amazon cherchait à créer la surprise, il n'aurait pas dû confirmer que Theroux jouerait le rôle de House dans les bandes annonces et les interviews diffusées des mois avant cet épisode. Malgré ce petit côté brut, je suis enthousiaste quant à la place de House dans la série et j'ai hâte de le voir s'affronter à Cooper. Je suis moins chaud concernant l'intrigue des abris 31, 32 et 33, qui, jusqu'à présent, doit encore prouver sa pertinence pour cette seconde saison. J'avoue avoir été sceptique quant à cette histoire lors de la première saison, et le final m'a finalement donné tort. Mais cette fois-ci, nous avons droit à plusieurs intrigues impliquant les habitants des abris, et non plus seulement celles menées par Norm. Son parcours a heureusement démarré sur les chapeaux de roue, s'appuyant immédiatement sur sa découverte du bataillon de 200 ans de manager Voltec, désormais en train de dégeler. Je m'attends à ce que les choses s'intensifient dès qu'ils auront ouvert les yeux la semaine prochaine. Par contre, les autres intrigues liées aux abris risquent déjà de devenir insignifiantes, comme la puce à eau défectueuse, qui n'a fait son apparition la saison dernière que pour une simple réplique, la promotion de Steph au poste de superviseuse, et surtout le club social consanguin créé par Reg, profondément ennuyé. Certes, ces idiots en combinaison nous font parfois rire, mais je pense que les gags sont plus efficaces intégrés à l'intrigue principale que comme des numéros comiques secondaires. Il y a peut-être 3 abris, mais je ne pense pas qu'il faille 3 histoires, même si, comme la saison dernière, un bon retournement de situation finale pourrait justifier le temps passé avec ces garçons et filles des abris. Quand on voit les étincelles de ces intrigues disparates se souder, on a vraiment l'impression que le meilleur de Fallout est de retour. La première saison avait réussi à fusionner nombre de ces idées en un tout cohérent et satisfaisant, et cette deuxième saison semble entamer ce processus encore plus tôt. Des histoires issues de différentes époques et de toute l'étendue des Terres Désolées s'entremêlent dans la seconde moitié plus rythmée de cet épisode, tandis que Lucie et la Goule découvrent l'abri abandonné qui servait autrefois à tester les puces de contrôle mental que Robert House testé dans la séquence d'ouverture. Le thème de l'expérience de l'abri, transformer les Américains en communistes, était hilarant. Pas assez fin pour être une satire pure et dure, mais suffisamment accrocheur pour évoquer avec humour l'idée d'un scientifique fou de Voltec créant des monstres à la manière d'Orange Mécanique. Cela enrichit encore davantage les recoins obscurs de l'univers, démontre cette compréhension du ton des jeux et, espérons-le, laisse présager des expériences encore plus perturbantes à l'avenir. Ça ne vous tenterait pas une petite virée dans l'abri de Gary ? Pendant ce temps, dans les entrailles métalliques d'un autre bunker souterrain, nous avons droit à quelques précieuses minutes en compagnie de Kyle MacLachlan pour conclure l'épisode en beauté. Hank McClane semble d'abord être un employé dévoué de Voltec, s'apprêtant à exécuter les plans de son employeur dans une séquence incroyablement entraînante, rythmée par une très bonne musique et sublimée par une bonne tasse de café fumante et un sourire radieux. Mais ce dernier appel radio m'a vraiment surpris. Hank travaille peut-être pour le compte de Voltec, mais ce message ne s'adressait pas à Voltec. Les vétérans de Fallout reconnaîtront que tout semble accuser Robert House. Mais quel est le lien entre ces hommes? Que signifie la promotion de Hank? Et House est-il encore en vie? Il se pourrait bien que personne n'écoute son rapport. Quoi qu'il en soit, un réseau d'intrigues se dessine désormais, clairement reliant Hank, Lucy, la Goule, Cooper Howard et Robert House. Et voilà notre fil conducteur principal établi. Bien que ce premier épisode connaisse quelques difficultés, il atteint exactement son but avant que tout ne s'éteigne. Le premier épisode de la saison 2 se termine avec l'arrivée de Hank McClane dans un immeuble de bureau abritant un laboratoire. Il y trouve un ordinateur et consulte ses messages. À sa grande joie, des milliers de messages l'attendent dans sa boîte de réception. Il se prépare avec enthousiasme à reprendre le travail après 200 ans d'absence. Peu après, on voit également Hank enregistrer un message à un mystérieux individu dans la salle de communication. Il lui fait part de ses avancées et laisse entendre que la poursuite des recherches lui permettra de jouer un rôle central dans le nouveau monde, en collaboration avec son interlocuteur. Dans son message, Hank mentionne quelques détails importants. Il fait référence à Las Vegas comme étant le terrain de jeu de son interlocuteur et précise qu'il poursuit le travail là où il avait laissé. Ces détails, combinés à la technologie utilisée par Hank dans son laboratoire, semblent confirmer que son contact est bien Robert House.
Plus tôt dans cet épisode, Robert House, interprété par Justin Theroux, utilise une technologie similaire. La tête du sujet sur lequel il l'utilise explose, ce qui correspond au sujet en décomposition dans le laboratoire de Hank. Bien que Hank soit employé chez Voltec et que Robert House soit le fondateur et PDG de Robco, il semble que la technologie de Robert soit essentielle au plan de Hank, et que Hank l'ait créée, et que les deux hommes collaborent à la création d'un dispositif qui bouleversera le visage du Nouveau Monde dans la saison 2. Et on pourrait bien apprendre que Hank travaillait pour Robert House depuis le tout début, et que l'homme dans l'ombre de la Réunion pourrait bien être Robert House. C'est un énorme plaisir de revoir ces deux personnages, ainsi que tout l'univers. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.